Bonjour, Sullivan Juice, secrétaire général de l'association du droit au but, une association de loi 1901 qui accompagne les sportifs dans différents domaines, notamment l'application des droits de l'homme au sein de leur discipline. Je vais vous laisser le soin de vous présenter, s'il vous plaît. Donc, je suis Philippe Piat, je suis ancien joueur professionnel pendant une dizaine d'années en Ligue 1, il y a quelques décennies. Je suis devenu président du syndicat des joueurs pendant que j'étais en activité. Et puis, aujourd'hui, je suis aussi président du syndicat international des footballeurs professionnels. Et c'est mon activité principale jusqu'à ce que j'arrête peut-être bientôt mon activité. Enchanté, Monsieur Piat, et merci beaucoup de nous accorder cette interview. On va rentrer directement dans le vif du sujet qui nous occupe aujourd'hui. Et on va parler de ce qu'on appelle communément dans le jargon du football, les lofts. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que sont ces lofts et quelles sont les problématiques qui sont relatives à cette pratique qui est liée directement à l'application ou à la non-application de l'article 507 de la Charte du football professionnel, s'il vous plaît? Alors, dans le foot, les lofts, ce sont des clubs qui acquièrent des effectifs très nombreux, trop nombreux pour la pratique pour lesquels ils sont constitués, c'est-à-dire faire des championnats et composer des équipes, parce que derrière ça, il y a une envie de faire du trading joueur. Du trading joueur, c'est de la revente de joueurs. Donc, beaucoup de clubs dépassent l'effectif dont ils ont besoin pour faire le championnat, pour pouvoir, une année sur l'autre, pouvoir vendre des joueurs. Alors, pourquoi le loft? Donc, comme il y a trop de joueurs et que ceux qui sont titulaires, il y en a moins, il y a une catégorie de joueurs qui sont des joueurs professionnels, mais qui ne jouent jamais ou ils jouent rarement, parce qu'un jour, peut-être, on va pouvoir ou les prêter ou les vendre. Et donc, cela ressort des lofts qui sont condamnés par un article de la convention collective que nous avons négocié. C'est l'article 507 dont vous avez fait allusion, qui oblige les clubs pendant une période, à mettre à disposition les joueurs qui sont des joueurs de second ordre dans un endroit avec les mêmes capacités, avec les mêmes avantages des autres joueurs. C'est un groupe 2, disons, un groupe 2, où ils ont tout ce qu'il faut pour s'entraîner à peu près normalement, mais ils sont mis là. Pendant une période, ils sont avec tout le monde, et après une période, ils sont isolés dans ce groupe numéro 2. Alors la question de l'article 507, c'est que une fois que le règlement prévoit à partir de quel moment les joueurs doivent être remis à disposition de l'entraîneur, l'ensemble des joueurs, mais on se trouve confronté à un problème, c'est que un entraîneur qui veut préparer une équipe, par exemple le vendredi pour le samedi, il a trop de joueurs. Il est obligé de se focaliser sur une quinzaine, une vingtaine de joueurs pour pouvoir préparer son équipe. Et ce qui fait qu'il y a beaucoup de joueurs qui sont laissés pour compte, entre guillemets. Et donc ça crée un problème, parce que les joueurs qui sont professionnels, ils ont envie d'avoir toutes leurs chances de pouvoir se révéler. Et donc c'est un problème. Alors, la suite de ce problème, il intervient quand des joueurs qui sont mis dans un groupe numéro 2 de manière anormale, c'est-à-dire que les périodes autorisant les clubs à faire comme ça, elles sont dépassées, et les clubs qui continuent à les laisser dans un groupe 2, et tout d'un coup ça crée des tensions et des procédures par les joueurs, ceux qui ont le courage ou en tout cas l'envie de défendre leurs droits, eh bien ils engagent les procédures. Il y en a d'autres qui se complaisent à rester dans un groupe 2 et puis ils attendent que les choses se passent. Merci pour cette explication. Anatole Ngamukol, qui est un joueur professionnel, a été victime de cette pratique du loft en 2018 au sein du club du Stade de Reims. Une fois mis au courant, vous avez décidé d'accompagner le joueur. Dès le début, vous l'accompagnez encore aujourd'hui. Comme vous le disiez tout à l'heure, certains joueurs saisissent la commission juridique de la Ligue de football professionnel. Beaucoup utilisent la procédure prud'homale, mais vous avez entériner une décision nouvelle dans l'histoire de l'UNFP, à savoir celle d'accompagner le joueur dans sa volonté et celle de son entourage de porter son dossier devant la juridiction pénale. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi une telle décision en concertation avec la famille ? Alors, la décision, elle vient du fait que ces dernières années, il y a une recrudescence de cas. Avant, c'était un peu marginal, mais il y a une recrudescence de cas, puisqu'on a dénombré, il y a 2 ans, 155 joueurs qui étaient loftés de manière anormale, et ça, c'est un nombre important. Mais on a quand même été confronté au fait que
sur 155 joueurs, il y en avait que une poignée, les doigts de la main qui n'étaient pas contents. Ils étaient tous pas contents, mais qui avaient l'envie et le courage d'engager une procédure pour se contester cette manière de faire avec eux et qui les renvoyait dans un groupe où ils avaient peu de chances de se faire connaître, valoir. Et donc quelques-uns, Anatole, ont décidé de se rebeller et de contester les choses. Alors, la difficulté aussi qu'on a, c'est que dans le milieu du foot, il y a des règles avec des juridictions sportives qui font que le droit n'est pas toujours appliqué comme ça devrait l'être. Donc, les joueurs qui prennent le risque d'engager une procédure judiciaire devant des tribunaux civils, ils prennent aussi un autre risque pour être non seulement mis dans le loft, mais en plus de ne plus jamais figurer dans une équipe. Être blacklisté entre guillemets. Voilà, c'est ça donc la situation à laquelle on est confronté. Alors, grâce à l'article 507, on a pu, par la commission juridique interne au foot, avoir des décisions qui étaient acceptables, sauf que la plupart du temps, il n'y avait pas de sanctions qui étaient prévues avec les obligations qui étaient faites au club. Et du coup, à partir du moment où il n'y a pas de sanctions, eh bien, les choses continuent à se faire gentiment et finalement, ça dure et ça perdure. Pourtant, les statuts de la Ligue et de la FFF ont toute une grille de sanctions avec laquelle ils pourraient sanctionner éventuellement les clubs qui ne respectent pas la charte du football professionnel. Oui, mais qui est-ce qui a le pouvoir ? Ce sont les clubs. Donc les clubs, s'ils s'avisent de vouloir faire des sanctions, ils le font. Sinon, ils ont toute la latitude pour... D'ailleurs, il y a eu quelques années, avec un juriste de Lyon qui faisait partie de la commission juridique, il avait fait une enquête et il avait abouti à ce que effectivement l'article 507 était anormal, illégal, mais que le conseil d'administration ne pouvait pas inventer des sanctions contre les clubs qui contrevenaient à cet article. Donc finalement, sans sanction, on pouvait rien faire. D'accord. Et quelle est aujourd'hui donc la particularité du dossier d'Anatole Ngamukol, qui est un joueur parmi tant d'autres, comme vous le mentionniez juste avant. Donc qu'est-ce qu'il a de particulier, ce dossier ? Ce qu'il a de particulier, c'est que quand il a été mis dans ces dispositions, au lieu de trouver un accord avec le club, un accord amiable. Ce que font certains joueurs. Ce que font certains joueurs, d'abord tout de suite ou après, parce que l'expérience fait qu'ils n'ont pas beaucoup de solutions. Anatole Ngamukol, il a décidé de ne pas accepter une transaction et puis d'engager une procédure devant un tribunal civil. D'accord, c'est vrai que certains joueurs subissent un préjudice, mais quand un accord se présente à eux, préfèrent l'accepter pour ne pas être derrière blacklisté, comme vous le disiez tout à l'heure. Mais Anatole a fait ce choix, entre guillemets, de se sacrifier un peu pour le bien et l'évolution de la protection de la profession, ce qui rentre parfaitement dans vos attributions en tant que syndicat. Et il a réussi dans cette, on va dire, chevauchée pénale à faire condamner l'un des dirigeants du Stade de Reims, en la personne de Mathieu Lacour, qui est le directeur général délégué, donc pour harcèlement moral, une décision qui est devenue définitive. Comment vous prenez aujourd'hui cette décision définitive qui condamne M. Lacour à du harcèlement moral et à indemniser en partie le joueur qui a subi ce préjudice ? D'abord, c'est quelque chose d'exceptionnel. Parce que, comme je viens de l'expliquer, c'est un parcours du combattant pour partir d'une situation d'un joueur jusqu'à une procédure judiciaire et jusqu'à une décision judiciaire. Donc ça, c'est quelque chose qui est pas courant et il faut avoir de la volonté, de la suite dans les idées pour y arriver. C'est ce qu'a fait Anatole, puisque aujourd'hui, la décision elle a été prise. Alors, ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'on est toujours pris entre deux feux, c'est-à-dire que quand on veut aller devant une cour civile, il y a un temps qui est très long. Les procédures, vous devez le voir, les procédures sont longues avec des appels, etc. Et donc, la plupart du temps, il y a des juridictions sportives, donc c'est le cas dans le foot, qui peuvent donner des décisions assez rapides, plus rapides que les tribunaux civils. Et il ne faut pas oublier qu'un joueur de foot, tant qu'il est dans une procédure civile, peut-être qu'il ne peut pas jouer. Donc ça veut dire
quelque part, c'est prendre un risque pour sa carrière. Et comme on le sait, la carrière d'un footballeur, elle est très courte. C'est pas comme un employé dans une entreprise. Bon, pendant un an, 2 ans, il a un problème. Et de toute façon, sa vie, elle va être sur plusieurs années jusqu'à la retraite, jusqu'à 60 ans. Un joueur de foot, toutes les années, tous les mois qui passent, le rapproche proportionnellement de la fin. Donc ça veut dire que toutes les procédures qui sont longues, en fait, se retournent contre lui. Et donc, je crois savoir que Anatole, il était un peu en fin de carrière, mais il avait encore quelques années. Il avait une trentaine d'années, il était en pleine forme. C'est plus facile à 28 qu'à 22 ou à 23 ans. Mais bon, c'est courageux, donc il a fait ce qu'il pensait devoir faire. Alors maintenant, on a la décision qui est tombée. Alors, ça a obéré quelque part sa carrière. En même temps, ça lui a donné la satisfaction que son droit soit reconnu. Et puis pour le syndicat, c'est aussi un élément important parce que ça veut dire que maintenant on a une jurisprudence qui fait que l'article 507 dans notre milieu, il doit être pris plus au sérieux qu'il ne l'a été jusqu'à présent. Et vous pensez que ça va marquer un tournant historique dans l'évolution de la protection des footballeurs ? Oui, je pense que on peut pas parler au futur, on parle au présent. Parce que au présent, cette décision maintenant, elle existe et elle oblige les pouvoirs sportifs à commencer à faire attention et à ne pas laisser déborder les choses, c'est-à-dire à prendre des décisions qui protègent un peu mieux les joueurs, parce que ils savent que finalement, avec cette jurisprudence, d'autant plus qu'elle n'a pas été frappée de cassation. Oui, il y avait un pourvoi en cassation, mais ils l'ont retiré, donc la décision est devenue donc elle est définitive. Et donc maintenant, puisqu'elle est définitive, elle est dangereuse pour ceux qui s'aviseraient de faire autrement. Et justement, aujourd'hui, quelle est la position des autorités footballistiques, je pense à la Ligue de football professionnel, à la Fédération française de football, vis-à-vis de cette décision ? C'est une question compliquée parce que je ne sais pas à quel niveau ils la prennent en considération, mais c'est sûr que c'est un caillou dans la chaussure parce que d'abord ceux qui sont maintenant au pouvoir, ils sont nouvellement au pouvoir, donc ils sont ils sont en face de cette décision, donc ils ont été obligés d'en prendre acte. Et maintenant, c'est la suite qui va se passer. Comment les mêmes faits arriveront aux mêmes décisions. Donc, on est en fait au milieu du gué. Mais je pense que cette décision-là, elle va faciliter le fait que le dégagement en touche, il soit moins évident qu'il a pu être par le passé. D'accord, sachant qu'en plus on est dans une période un peu particulière parce que la fédération vient d'être condamnée en première instance pour du harcèlement sexuel, d'autres faits. Donc c'est vrai que c'est un sujet qui, quand même, le harcèlement dans sa généralité est d'actualité. Et quelles étaient, même si vous nous avez déjà un petit peu parlé tout à l'heure, ou quelles sont encore les difficultés que vous rencontrez aujourd'hui auprès des autorités footballistiques pour garantir cette protection, parce qu'on sait que maintenant il y a un précédent. Quelles sont toutes les difficultés liées à cette Alors, comme on l'a expliqué, il y a 2 chemins. Il y a soit le chemin des procédures internes juridiques, soit les procédures externes de tribunaux civils. Donc, on n'a pas d'autre choix que de choisir l'un ou l'autre. Et donc, maintenant, avec cette décision, on est comme je le disais, au milieu du gué, et les pouvoirs, et en parlant des pouvoirs, j'en viens à la question, n'oublions pas que les conseils d'administration ou les comités exécutifs de fédérations, de ligues sont constitués de plus de 80% de clubs. D'accord. Et donc forcément, le jour où il y a des contestations et puis qu'il y a des prises de position à prendre, forcément les représentants des joueurs, on est archi minoritaires. Donc parce que le ministère peut vous appuyer là-dessus. Parce qu'il a un rôle, parce qu'il subdélègue. Le ministère pourrait le faire, mais c'est compliqué. Le ministère pourrait le faire parce que c'est le code du sport. Le code du sport prévoit l'administration des ligues ou des fédérations avec des listes, enfin des postes types, avec des représentativités types. Et aujourd'hui, le code du sport ne laisse qu'une portion congrue aux acteurs. Et c'est comme ça pour toutes les disciplines. Ce qui veut dire que si on veut changer le code du sport, il faut avoir un peu l'assentiment de toutes les disciplines. On ne peut pas prendre
des modifications Branche par législatives branche. que pour le foot, parce que le foot, pourquoi le foot, le basket, le handball, donc tout ça, ça complique un peu le travail des pouvoirs publics pour homogénéiser les dispositions légales qui s'appliquent à toutes les disciplines. Donc c'est pas facile. Et selon votre analyse, quelles seraient, selon vous, les modifications à court, moyen et long terme que pourrait engendrer cette décision? Alors, dire que le non-respect de l'article 507 va amener une modification de la gouvernance des fédérations et des ligues, je n'y crois pas beaucoup. Je ne crois pas que cette chose-là va être un lien suffisant pour amener les pouvoirs publics et les législateurs à changer l'équilibre, parce qu'il faudrait changer de manière très importante l'équilibre de la gouvernance des organismes sportifs de pouvoir. Donc, je ne crois pas qu'il y aura un impact à cause ou grâce à ça. Je pense que s'il devait y avoir un impact, une modification de la représentativité des acteurs dans les pouvoirs sportifs, ça viendrait de considérations plus, je suis navré de le dire, mais plus importantes et pour des raisons plus importantes qu'un cas comme celui d'Anatole, qui est un cas d'aujourd'hui, mais il y en avait plusieurs avant et puis il y en aura plusieurs après. Et c'est vrai que c'est là que ça nous interroge, parce que c'est vrai que le ministère donne un agrément aux fédérations pour garantir le respect des valeurs de la République dans le monde du sport. Et lorsqu'il y a harcèlement, forcément, il y a une entrave à la loi. Donc c'est aussi de leur responsabilité, logiquement, quand on respecte, entre guillemets, la hiérarchisation des choses, de pouvoir intervenir lorsque les autorités ne feraient pas, j'utilise le conditionnel, le nécessaire pour garantir une protection efficace envers les joueurs. J'ai une petite question, est-ce que vous pouvez nous éclairer un petit peu sur le rôle de l'entourage du joueur dans la concrétisation de cette condamnation et la manière d'appréhender les lofts aujourd'hui? En ce qui me concerne, moi, l'entourage, je l'ai vu, c'est que Anatole était convaincu de sa bonne foi et il était entouré de son frère, de certains amis autour de lui pour le convaincre que c'était un combat noble et puis qu'il ne fallait pas passer à côté. Donc, effectivement, son entourage proche comment je pourrais dire, s'est occupé de lui, l'a rassuré, l'a soutenu, parce que c'est une épreuve difficile. Franchement, quand on est un joueur de foot et puis qu'on ne peut pas jouer, c'est comme si on avait perdu tout. Parce que des fois, on parle de l'argent. Dans le foot, il y a de l'argent, mais c'est pas un joueur de foot, il n'a pas envie qu'on lui donne de l'argent pour pas faire sa carrière. Il voudrait faire sa carrière et gagner de l'argent avec sa carrière, parce que c'est une passion. Et donc, c'est aussi le talon d'Achille des sportifs. C'est ça, c'est le fait qu'ils ont envie de faire leur carrière, et quand elle les empêche de faire leur carrière, ils ont tout perdu, toute leur passion. Vous trouvez qu'il était courageux, Anatole, dans cette situation? Forcément, oui, forcément. Quand on connaît le milieu, celui qui choisit ce chemin, c'est que quelque part, il est peut-être un petit peu fou, mais c'est parce qu'il a... Mais très altruiste. Fou, mais très altruiste. Voilà, il a le courage de défendre ses opinions, et c'est pour ça qu'on a une bonne estime pour lui, parce que c'est pas courant. Et à ce niveau-là, je rappelle une petite histoire. En 72, donc on remonte à quelques années avant, on a eu un problème pas similaire, mais un problème de réglementation où les clubs ne respectaient pas la durée normale des contrats des joueurs. On a organisé une grève de joueurs du championnat, c'était en 72, en novembre, où 300 joueurs sont venus à Versailles pour un congrès que j'ai organisé puisque j'étais déjà là, et qui a abouti à l'arrêt du championnat et finalement à la mise en œuvre par le ministre des Sports Committee. Il a nommé Philippe Seguin, que tout le monde doit connaître, à la tête d'un projet de convention collective. Et c'est là, en 72 jusqu'à août 73, qu'on a accouché de la charte du football qui existe toujours, la convention collective, parce qu'il y a 300 joueurs qui se sont mobilisés. Alors la question peut se poser aujourd'hui de se dire, est-ce qu'aujourd'hui on pourrait convoquer et faire venir 300 joueurs dans un congrès pour s'insurger contre des choses qui sont anormales? C'est pas évident.
C'est pas évident. Parce que les joueurs pensent aux répercussions que cela pourrait avoir. C'est pas évident. Et puis peut-être que l'argent a ramolli un peu les esprits. Et donc, moi, j'appelle souvent aux joueurs à savoir que leur solidarité elle est importante pour le mouvement qu'on défend. Et aujourd'hui, quel serait le message que vous aimeriez adresser aux joueurs dont vous défendez la profession en tant que président de l'UNFP, mais je le rappelle aussi, président du syndicat international des footballeurs professionnels? Le maître mot, c'est la solidarité. C'est-à-dire que les joueurs ils doivent comprendre que c'est la solidarité qui fait leur force et non pas leur individualité. Le foot, c'est un truc extraordinaire, c'est que ce sont des individualités mais qui font une équipe. Mais il faut savoir que dans l'épreuve que tout le monde subit dans sa vie, mais dans le sport professionnel, c'est encore plus parce que c'est un état de non-droit, le sport professionnel. On le voit bien qu'il y a plein de choses qui ne sont pas respectées, le droit du travail, plein de trucs. Et des fois, la ministre des Sports avait parlé d'une omerta. Oui, bon, l'omerta bien sûr, mais ça c'est toujours le cas dans un microcosme. L'omerta existe toujours, et donc comme ça, c'est d'avoir un état de non-droit. Je l'ai vu personnellement. En 2001 quand la Commission européenne a souhaité mettre son nez dans les réglementations de la FIFA notamment, parce qu'il y avait des choses totalement intolérables. On était arrivé avec les fonctionnaires de la Commission européenne à un accord. Et cet accord, dans la nuit qui précédait le fait où l'accord devait être publié, il y a eu des interventions de chefs d'État. Alors, je ne vais pas les citer, mais des chefs d'État vraiment importants, européens, qui sont intervenus auprès de la Commission pour que les modalités de l'accord soient modifiées parce que la puissance de lobby du foot avait fait son œuvre. D'accord. Donc si je devais résumer un petit peu votre pensée, ça serait un petit peu la violence recule là où la solidarité avance. C'est-à-dire que la solidarité des footballeurs pourrait faire en sorte de faire reculer certaines violences lorsqu'elles se présentent. Oui, c'est ça, c'est la solidarité, ça constitue un bloc, une opposition dont il faut qu'il faut prendre en compte. Quand ce sont des individus seuls, c'est pas facile. En tout cas, merci beaucoup pour votre témoignage, pour l'aide que vous apportez à Anatole, également à d'autres joueurs et pour votre engagement au quotidien. Je tiens également à remercier l'ensemble de l'équipe UNFP pour l'accompagnement et le soutien qu'elle a apporté à Anatole. J'étais aux premières loges pour voir aussi qu'un grand nombre de personnes se sont mobilisées pour faire avancer les dossiers. C'était pas toujours chose aisée, chose facile. Le combat n'est pas encore terminé, donc en tout cas... Il n'est jamais terminé, le combat. Exactement, et c'est pour ça que moi je vous dire à très bientôt pour la suite de ce dossier, parce qu'on sait qu'aussi aujourd'hui Anatole est dans l'attente d'une réponse quant à l'instance prud'homale qu'il a saisi aussi pour la réparation de son préjudice. Et j'aimerais vous laisser conclure avec le mot de la fin et encore vous remercier pour votre témoignage. Le mot de la fin pour moi, c'est j'apprécie l'action d'Anatole et de son entourage parce que ça fait progresser la cause des joueurs de football professionnel. La difficulté aussi, c'est que à travers un cas précis, trouver des prolongements collectifs, c'est pas facile parce que dans la vie d'un syndicat, il y a beaucoup de choses à traiter et c'est la vie aussi. Il faut trouver le juste milieu pour que l'action soit que bénéfique, et qu'elle n'entraîne pas des difficultés encore plus importantes que le positif qu'elle pourrait amener. Donc c'est la responsabilité que j'ai moi de trouver jusqu'où ne pas aller trop loin, mais quand même ne pas se laisser faire. Je pense que votre longévité à la tête de l'UNFP démontre que vous avez su trouver cet équilibre à de nombreuses reprises, et je pense que vous ne saurez pas, on va dire... je pense que vous saurez trouver cet équilibre et je l'espère en tout cas pour l'intérêt de tout le monde et notamment des footballeurs en premier lieu qui ne réclament pas grand chose parfois, juste de pouvoir travailler en toute dignité sans se faire harceler comme dans d'autres métiers de la vie de tous les jours. Encore merci, à très bientôt.